Listen! Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler du développement social. Pour commencer, il est fondamental de développer le concept de socialisation pour bien comprendre le développement social de l'enfant. Comment, pourquoi, par qui. Maweska Peer et Tapp, en 1991, vont définir la socialisation comme étant un processus par lequel un individu devient progressivement un être social par le biais de l'intériorisation, c'est-à-dire l'apprentissage de valeurs, de normes et de schémas d'interaction, ainsi que l'accès à de multiples systèmes d'interaction, soit des interactions avec des membres du groupe à travers la communication ou les activités communes. Cette intériorisation est un processus interne qui se fait de manière lente et continue. L'individu va, tout au long de sa vie, assimiler un ensemble de significations à travers des valeurs, comportements, croyances produites par une société. Dès son plus jeune âge, l'enfant va être en interaction avec les personnes qui l'entourent. Sa famille, l'école et le milieu professionnel participeront à sa socialisation. On les appelle des agents socialisateurs. Cette socialisation est fondamentale pour le bon fonctionnement en société et conduit à l'intégration. Grâce à cet apprentissage, il pourra alors utiliser ces codes pour une meilleure communication. Vous l'aurez bien compris, les interactions sociales vont être fondamentales dans la socialisation. Ces dernières se définissent par une relation interpersonnelle entre deux individus ou plus, dans laquelle ils vont adapter leur comportement en fonction des réactions de l'autre. Il est important de bien faire la distinction entre les interactions et la communication. La communication est plus restrictive. Delot, en 1990, l'a définie comme étant la transmission intentionnelle de significations partagées. Pour bien comprendre la différence entre les deux, prenons un exemple. Nous avons deux étudiants qui discutent. L'un dit à l'autre ce qu'il doit faire pour séduire la fille qui l'intéresse. Ici, nous sommes dans un cas de communication. L'étudiant communique un message précis à son ami. La maîtresse regarde dans leur direction et continue de parler. Au moment où la maîtresse les regarde, les deux étudiants arrêtent de parler. Ici, il y a eu une interaction. Il n'y avait pas de message explicite de la part de l'instit, mais les étudiants ont modifié leur comportement. Dans les interactions, le message délivré par l'un amène à un changement de comportement chez l'autre. Pour les interactions sociales, nous allons en retrouver différents types. On parlera d'interactions sociales asymétriques lorsque la relation sera de type vertical. On retrouvera par exemple les relations de type adulte-enfant ou les relations d'enfants d'âge différents. On distinguera deux types d'interactions sociales asymétriques. La première est celle de tutelle. La transmission de connaissances se fait de façon informelle, comme dans la relation parent-enfant. La deuxième est l'interaction sociale asymétrique didactique. Ici, la transmission est formelle. On trouvera les relations maîtresse-enfant par exemple. On parlera d'interaction sociale symétrique lorsque la relation entre les deux individus est de type horizontal. La relation d'enfants de même âge par exemple. Dans ce type de relation, il faut que l'âge, le statut et le niveau de développement soient identiques. Les compétences sociales, comme les interactions, vont participer à la socialisation. Elles seront mobilisées dans les interactions sociales afin de permettre à l'individu d'adapter des conduites en fonction de la situation.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre l'autre, comprendre les émotions ainsi que la conscience de soi et la régulation de ses activités, comme la régulation de nos émotions. On parle de mobilisation. L'individu va utiliser ses connaissances pour traiter les informations de l'environnement et produire des comportements sociaux adaptés en fonction de la situation. De ces compétences sociales vont découler les comportements sociaux. On observe 3 grands types de comportements sociaux. Les premiers seront les comportements prosociaux, avec une valence positive. La personne va essayer de maintenir le contact social, on va essayer d'entretenir des interactions sociales harmonieuses. La deuxième correspond au comportement agnostique, avec une valence négative. Ici, le contact social sera perturbé. Enfin, nous retrouverons les comportements d'isolement, avec une valence neutre. Ici, le contact social sera limité, la personne ne sera pas en recherche de contact. La psychologie comportementale aide à l'étude de ces comportements sociaux, mais ne nous renseigne pas vraiment sur les compétences. Il est nécessaire de savoir ce qui se passe au niveau des mécanismes cognitifs et affectifs. La psychologie cognitive, d'un point de vue théorique, sera privilégiée car elle va nous permettre d'observer les comportements, les processus attentionnels et l'interprétation de ces comportements. Elle facilitera l'observation des mécanismes cognitifs et affectifs. Le développement social se construit à travers la connaissance de soi, sur autrui et les situations d'interaction. Ces connaissances vont sous-tendre les compétences sociales. Sur un plan cognitif, le codage et traitement de l'information se fait dans un premier temps par l'acquisition, puis par le traitement de l'information, le stockage, la récupération et enfin l'utilisation. Maintenant, intéressons-nous au traitement de l'information sociale. Selon Crick et Dodge, en 1994, les connaissances et processus cognitifs, c'est-à-dire les informations sociales, vont produire les comportements sociaux. Ces derniers vont développer un modèle d'abord chez l'adulte, puis chez l'enfant en âge d'être scolarisé. Ce modèle va concerner le traitement de l'information sociale. Leur postulat de base va être que lorsqu'on va être dans une situation sociale, nous allons avoir un problème à résoudre. La première étape de ce modèle est l'encodage des signaux. C'est une étape de perception et de focalisation attentionnelle. Par exemple, un enfant qui fait coucou à d'autres enfants qui sont en train de jouer au ballon observe que ces derniers ne lui répondent pas. Ensuite, on a l'interprétation des signaux. On va pouvoir faire des inférences, c'est-à-dire qu'on va émettre des hypothèses sur pourquoi l'autre se comporte de telle manière. Dans notre exemple, l'enfant pourrait penser que les autres sont concentrés sur le jeu ou qu'ils ne s'intéressent pas à lui. À partir de là, on va faire une clarification des buts. On va définir un objectif à atteindre par le biais de l'interaction. Par exemple, l'enfant va se donner comme objectif d'attirer l'attention des autres enfants. Ensuite, on va se demander de quelle manière on va réaliser cet objectif. On va explorer toutes les possibilités. C'est ce qu'on appelle l'accès ou la construction de la réponse. L'enfant pourrait interpeller les autres enfants ou leur arracher le ballon des mains, par exemple. Lors de la 5e étape, on va choisir la réponse qui nous semble la plus adaptée à la situation. Ici, l'enfant pourrait choisir de les interpeller plutôt que d'avoir un comportement agressif.
Une fois la décision prise, on va réaliser le comportement choisi. L'enfant ici va se diriger vers eux et les interpeller. On regarde l'effet qu'a eu cette réponse avec une évaluation sur la réponse de ses pairs. Si la réponse n'est pas bonne ou suffisante, la boucle du modèle recommence. Chaque étape est sous le contrôle d'une base de données comprenant mémoire, règles, schémas sociaux, connaissances. Elle se construit par rapport aux observations des comportements et permet la réutilisation pour les situations d'interaction. Ce modèle n'est pas un modèle développemental. Il ne nous permet pas d'observer dans le temps les choix de l'enfant face aux situations d'interaction. Néanmoins, il va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des enfants ayant des comportements agressifs face à des situations. Dans le cas de comportements agressifs, à l'étape de l'encodage des signaux, l'enfant aura tendance à moins focaliser son attention sur les signaux bienveillants. Reprenons l'exemple précédent. L'enfant constate que les autres ne réagissent pas à son signe, mais il ne prend pas en compte le fait qu'ils se regardent entre eux et qu'ils sont en train de jouer. Dans l'interprétation des signaux, l'enfant aura plus facilement une mauvaise interprétation. Dans notre exemple précédent, l'enfant se dira plus facilement que les autres enfants l'ont vu mais l'ont ignoré. Dans l'accès ou la construction de la réponse, les enfants agressifs ont peut-être moins de réponses comportementales disponibles, donc ils envisagent moins de solutions. Ici, ils pourraient se dire « je vais les taper » ou leur arracher le ballon des mains. Enfin, dans la décision de la réponse, peut-être que ces enfants ont vu des comportements agressifs non condamnés chez les adultes, donc ils le sélectionnent car pour eux, c'est acceptable. Ici, l'enfant va taper les autres sans forcément avoir conscience que c'est mal. Pour conclure, la psychologie du développement social va nous permettre de comprendre comment l'enfant va développer la compréhension des émotions d'autrui et de leur activité mentale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons aborder une théorie historique sur la construction des premiers liens d'attachement. Vous faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de soutenir la chaîne par un petit geste, partagez et commentez la vidéo. Nous avons hâte de lire vos retours. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous.